Sous l'effort de la tempête, quand tous ont courbé le front, quand tous ont courbé le front, seul debout dressant la tête, je vous vois, fiers compagnons, Vendéens, marchons au feu sans effroi, mourons pour Dieu, pour le roi, marchons au feu sans effroi, vive le roi, vive Dieu, vive Dieu, vive le roi. Chers amis, bonjour. Ici, le colonel Van Hagen. Aujourd'hui, je voudrais traiter des 10 questions que le Cercle Richelieu nous a posées sur enquête sur notre monarchie, que je me suis empressé de mettre par écrit pour essayer d'un petit peu réfléchir à tout ça. Bon, c'est pas comme si j'avais pas déjà un peu réfléchi à ces sujets-là, mais je trouvais ça intéressant. Je trouve évidemment l'initiative particulièrement enrichissante, puisque ça permet d'exposer nos vues quant au royalisme. Et même s'il est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser le mot royalisme par opposition au mot monarchie. Et bon, déjà je voudrais m'expliquer sur ce sujet-là. Le terme de monarchie peut... Alors, c'est vrai qu'en français c'est un petit peu difficile, parce que monarchie et royalisme sont souvent confondus, et pour ce que... j'essaie de chercher entre parenthèses, des définitions officielles du dictionnaire pour essayer d'un petit peu éclaircir ce truc. On pourrait faire tout un podcast là-dessus finalement. Mais grosso modo, voilà ma pensée là-dessus. On ne parle jamais de royauté parlementaire. On dit une monarchie parlementaire. On dit une monarchie absolue. Bon. Au XVIIIe siècle, la monarchie, en fait, le terme a remplacé la royauté. Et c'est vrai que j'aurais tendance personnellement à me définir comme royaliste et non pas monarchiste, dans le sens où, et je vais m'en expliquer un petit peu plus loin, en plus de ça, moi, j'ai une conception du royalisme qui m'est propre, je pense. Je sais pas si tout le monde a celle-ci, mais je suis pour la féodalité. Donc, le royaume de France a, depuis le départ, été secoué en fait de cette éternelle lutte entre les féodaux, les grands féodaux, et le roi. Puisque finalement, les princes, le roi était un des princes. Donc bon, ça a pu créer des tensions. Et donc voilà, je ne suis pas non plus monarchiste, dans le sens où dans la monarchie on peut y adosser le concept, je le disais, donc de monarchie parlementaire ou de monarchie laïque, etc. Donc je suis personnellement royaliste pour une royauté héréditaire, chrétienne, féodale. J'aurais tendance à être légitimiste, certainement pas orléaniste, et je suis un petit peu providentialiste dans le sens où, comme j'ai un très profond idéalisme, j'aimerais que Dieu mette sur notre chemin quelqu'un. Bon, s'il s'avère que Louis XX décide de prendre les rênes, je lui en voudrais pas. Mais pour le moment, il n'a jamais... Enfin, vous pouvez regarder tout un tas d'interviews de sa part. Il n'a pas une attitude particulièrement volontaire. Hein, attention, je ne le critique pas parce que j'ai vraiment rien contre lui. Mais j'aimerais qu'il prenne un petit peu plus. Bon, on va en parler un peu plus loin. Je vais répondre aux 10 questions, mais je voulais clarifier ma position. Bon, je vous dis pas tout parce que ça serait peut-être un peu compliqué et il faudrait peut-être développer plus, mais voilà, je voulais déjà poser qui parle et d'où je parle. Voilà. Et donc maintenant je vais juste vous je vais vous faire un petit message également, hein, avant de commencer. Donc une fois de plus, je remercie tout le monde, hein, qui écoute mes podcasts.
Je ne suis pas un YouTuber, que ce soit clair. Je n'ai que 100 abonnés, ou 102, je sais pas, ça grimpe un petit peu, je m'en félicite. Je le répète une fois de plus, mon but est de faire passer le message royaliste, pas de faire de ce qu'on appelle communément putaclic, etc. J'essaye d'organiser mes podcasts de la même manière que je pourrais organiser un article si je devais l'écrire. Et c'est vrai que c'est peut-être une forme de flemmardise de ma part. J'écris pas. C'est pas vrai. Mais en tout cas, je me dis que les fois où j'ai pu écrire des articles, je n'ai jamais eu une centaine de personnes qui les ont lus. Alors que lorsque j'écris, que je fais un podcast ou que je l'écris, parce qu'en réalité, beaucoup de fois, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai écrit le texte et je le paraphrase moi-même, je m'aperçois qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent. Donc effectivement, je vais continuer à faire mes podcasts, mais c'est vrai que peu de gens finalement, comparé quand je regarde d'autres, des nanas qui se maquillent, alors c'est sûr que c'est plus intéressant des gonzesses qui se maquillent, hein, plutôt qu'un espèce de vieux royaliste dans son grenier qui vous raconte ses délires. Mais c'est vrai que quelque part, je ne suis pas un YouTuber. Je ne titre pas mes podcasts de on a retrouvé la couille gauche de Duguay-Clin. Tu vois, non, ça, c'est pas ça. Voilà. J'avais envie de vous dire ça. Donc on va commencer, maintenant que on est à 7 minutes d'introduction. Je vous préviens, il va être long, hein, celui-là. Donc si vous aimez pas les podcasts trop longs, je pense que c'est le moment de partir. Voilà. Donc la première question, c'est au sujet de la monarchie héréditaire. Êtes-vous pour une monarchie héréditaire ? Je sais plus exactement, j'ai pas noté cette question-là, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis pour une monarchie héréditaire. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'exercice du pouvoir n'est déjà pas une chose aisée. L'éducation des rois ne se fait pas à la va-vite, et elle dépend pas uniquement, en tout cas, de matières enseignées à l'école. Hein. Donc en fait, le fait d'être né dans une famille régnante, à mon sens, permet au roi d'être familier du pouvoir et de pas devenir une espèce de parvenu qui d'un coup se retrouve investi d'un pouvoir immense, et un petit peu comme le sont les présidents finalement. Si vous regardez l'espèce de guignol que nous avons comme président de la République, enfin, que vous avez, parce que moi je ne reconnais aucune autorité à ce crétin, faut quand même... Puis lui, il est sacrément gratiné quand même. Là, je vous avoue que c'est fort, bravo. Bref, on voit que ce gars-là n'a pas été éduqué pour exercer le pouvoir, il se conduit très très mal, ne serait-ce que ça. Donc il est l'antithèse en fait de ce que nous devrions avoir comme roi. Donc outre l'éducation classique, c'est-à-dire les lettres, mathématiques, histoire et géographie, philosophie, il devrait y avoir en plus de ça donc, de la géopolitique, l'art de la guerre, commerce et économie. Hein. Et ça en fait, cette personne-là en fait, ce roi héréditaire, en fait, il va l'apprendre de sa famille, de son père, ou des pères du royaume, que le roi va assigner pour son éducation. C'est-à-dire que le gars, en fait, va avoir le roi, le futur roi, va avoir des cas d'application. Ça me paraît... Donc voilà, en résumé, hein, pourquoi une royauté doit être héréditaire. 2 mots sur ceux qui auraient peur des abus, hein, parce qu'un roi peut se transformer soudain en dictateur. Bon, faites vos recherches. Ça c'est pas souvent vu, hein, le roi dictateur. En France, on a eu de bons rois, et on a eu de bons rois parce qu'ils étaient chrétiens. Voilà. Point. Merci. La monarchie doit-elle être centralisée ou décentralisée ? Alors ça m'ennuie parce que c'est peut-être la première fois que je suis en désaccord avec Alexandre. Je suis pas pour un centralisme absolu.
je suis pour une certaine forme de centralisme. Alors vous allez voir, c'est gratiné. Donc, en fait, c'est un décentralisme teinté de centralisme. Bon, donc du coup, c'est plutôt du décentralisé finalement. Parce que je considère que, comme c'était le cas au Moyen-Âge, l'administration des villes décentralisée est très intéressante, parce que ça permet en fait aux villes de s'administrer en local, donc au plus proche. Mais il devrait y avoir une centralisation de certains domaines, que je nommerai des domaines royaux, c'est-à-dire par exemple les grands axes de communication, et en gros tout ce qui correspond à des zones stratégiques, comme l'énergie, l'armement, le transport, l'écologie, parce que l'écologie est stratégique, éventuellement certains domaines agricoles, ce genre de choses. Donc ça, en fait, ça serait géré de manière centralisée par l'administration royale. Mais par exemple, je décentraliserai la collecte des taxes en local, bien sûr. Mais je ferai une forme de centralisme sur tout ce qui touche aux taxes, justement, des secteurs stratégiques. Par exemple, le domaine de ce qu'à l'heure actuelle on appelle la défense, que je rebaptiserai ministère de la guerre, parce que ça commence à gonfler ce double langage, hein, c'est une bonne vieille blague, le ministère de la défense. On fait plus de guerre, on se défend maintenant. C'est vraiment un truc de con. Donc le ministère de la guerre, ce serait les armées donc seraient centralisées. Mais les moyens de police, donc les sénéchaussées, seraient décentralisés. Et par exemple, voilà, il y aurait des gouverneurs de province, parce que je reviendrai plutôt, je déferai cette espèce de délire que sont les régions et les départements, et donc on aurait des gouverneurs provinciaux, qui seraient donc des officiers royaux. La fameuse monarchie parlementaire, donc ça on en est à la troisième question, je crois. Donc non, hein, puisque, bon, comme je le disais en préambule, moi je suis donc royaliste et non pas monarchiste. Donc le roi, il a des ministres et il règne. Par exemple, si on regarde bien le principe des cahiers de doléances, en vrai ça marchait très bien. On peut revenir sur la dérive qu'il y a eu pendant la Révolution française, d'ailleurs je vais peut-être faire une série de podcast à ce sujet-là. Le parlementarisme, actuel, hein, conduit à mettre en fait ce que moi j'appellerais les médiocres en condition de pouvoir. Je crois que je m'en étais déjà expliqué là-dessus. Pour moi en fait la République c'est le règne du médiocre. Pour moi la République c'est le règne du médiocre. C'est-à-dire que le lion n'est plus au pouvoir. Ça permet en fait à des gens qui ne sont pas faits pour exercer le pouvoir de pouvoir l'exercer. Et enfin, je sais pas si vous voyez nos parlementaires actuellement, en fait ils en sont un très bel exemple, hein. Ils foutent rien, les mecs passent leur temps à dormir, ou à prendre un salaire, ils se préoccupent pas du bien commun, à de très rares exceptions, bien sûr, il y a quand même des gens qui font leur travail, mais c'est pas la majorité, et quand il y a des votes un petit peu capitaux, voilà. Bref, une vraie royauté, pas un mouton à quatre pattes. Quelle serait la place du pouvoir, le pouvoir du roi, hein, quelle place on lui met. Donc, c'est vrai que je me suis pas trop étendu sur ça, mais voilà, pour moi le roi, c'est le roi. Hein, c'est le père du peuple, c'est le lieutenant de Dieu sur terre. Donc sa place est prépondérante, et il règne sans partage. Cela dit, j'en veux un peu à Louis XIV et à sa monarchie absolue, dans le sens où il a enlevé de la puissance aux féodaux, aux grands, aux aristocrates, qui eux étaient très souvent en fait des capitaines. C'était des gens qui faisaient la guerre. Et en tout cas c'est ma pensée. Il faut pas non plus leur enlever le pouvoir qu'ils peuvent avoir, parce que ça a conduit à la Révolution française quelque part. Alors, je vous citerai le cas très célèbre de Philippe Égalité, hein, finalement. Voilà, le roi donc a tous les pouvoirs au nom de Dieu. Et donc comme il est le lieutenant de Dieu sur terre, et il est aussi pétri de l'amour
chrétien, et qui pour moi en fait est ce fameux garde-fou ultime. Donc on en vient à la question suivante, qui est monarchie catholique ou non. Donc oui, une monarchie catholique. C'est pour moi en fait le seul garant de la moralité et de la bonne conduite du royaume. S'en écarter, c'est ce qui nous conduit à la perte, à notre ruine. C'est le cas. Voilà. Donc je vous pose cette question. Comment espérer un roi fiable s'il ne se conduit pas en croyant? Alors sur la question suivante, je pense que je vais me faire tout un tas de potes. C'est con, j'en manquais. Alors, le roi doit-il être le tenant de la réconciliation nationale ou le partisan de la réémigration massive? De but en blanc, je dirais réémigration. Mais dans une certaine modalité. C'est-à-dire que la seule solution viable et réellement anticapitaliste, dans le sens où moi j'aimerais bien qu'on ait des partenaires économiques africains et non pas des dominions économiques sous tutelle dirigés par des nababs corrompus. Et ceux qui voudraient rester en France le pourraient, mais ils devraient se conformer aux règles du royaume, un royaume chrétien. Je m'en suis déjà expliqué dans un podcast précédent. En France, le règne des lobbies dans le royaume de France n'a pas lieu d'avoir cours, puisque la royauté s'affranchit du système des partis, et donc du système, et donc des ingérences étrangères, et donc des lobbies, donc pas de babouche et pas de kippa, etc. Et ni non plus les truelles, on oublie ça. En parlant de truelles, retour des corporations de métier où le maintien du capitalisme libéral est le contrôlé. Donc non, personnellement, je ne suis pas pour le libéralisme économique, qui concentre les richesses, déjà, et qui ne produit rien en soi, puisque je vous rappelle que le principe du capitalisme, c'est de faire fructifier un capital, et de non pas avoir une production. Cela dit, je suis pas un communiste non plus. Donc voilà, le retour aux corporations, donc rejet de l'usure, et donc rejet du capitalisme. J'aime bien l'image de la gestion en bon père de famille, les droits coutumiers, etc. Processus électoral ou pas? Non, pas de processus électoral, puisque ça nous conduit au chaos. Et donc, comme je le disais précédemment, je suis d'accord avec le principe que la politique des partis conduit à l'ingérence de puissances étrangères dans les affaires du pays. Voilà, je m'étendrai pas plus là-dessus. Position forte et virulente ou attentiste, comme c'est le cas maintenant de la part des prétendants. Comme je le disais en préambule, je déplore en fait la position attentiste. J'aimerais que les prétendants, j'aimerais en tout cas que Louis XX s'exprime beaucoup plus. La question suivante, c'est maintenir la noblesse, l'ouvrir ou la supprimer, car elle n'a plus de sens à notre époque. Alors pour répondre à cette question, je vais vous faire part d'une de mes expériences. Je n'ai jamais rencontré d'aristocrates à particules, de vrais aristocrates. J'aimerais bien, ça m'intéresserait tout à fait. Je n'ai pas d'animosité a priori contre l'aristocratie française actuelle. Je n'ai pas d'a priori, disons. La seule fois où j'ai pu en rencontrer c'était un jeune homme qui m'a paru totalement inconséquent. C'était assez choquant pour moi. Il était très sympathique, mais je ne le sentais pas porteur. Déjà, je pense pas qu'il était royaliste, ce garçon. Et du coup, c'était assez choquant. Je me sentais presque plus aristocrate que lui, dans le sens de porter un message, de porter des valeurs, etc. Ça m'avait un petit peu choqué. Donc, je pense que les années qui viennent risquent, j'aimerais bien que non, mais il se profile quand même des choses un peu chaotiques. Et comme je l'évoquais, un de mes amis sur les réseaux sociaux l'évoquait il y a pas si longtemps, il se reconnaîtra s'il m'écoute.
Hein, c'est quelqu'un qui tape de la ferraille, qui fait des armures. Oui, je suis pour la reconstruction d'une élite guerrière, ce qu'on appelait la noblesse d'épée. Hein. Alors c'est un truc qui paraît complètement décadent à l'heure actuelle. Je suis sûr que tout un tas de types se disent mais ce mec-là est complètement taré. Bon, ok, peut-être. Mais il a bien fallu qu'il y ait un commencement pour qu'il y ait une noblesse. Hein. À l'heure actuelle, l'aristocratie française, je suis pas bien sûr qu'elle fasse son travail. Et donc, ou alors c'est juste par méconnaissance. J'aimerais vraiment rencontrer, moi, c'est ça. Et qu'on m'explique, bon, alors on fait ça, super. D'ailleurs, je serais pour qu'on ouvre pour qu'on recrée une aristocratie dans notre pays. Et voilà. J'ai essayé de répondre à ces questions le plus simplement possible, sans essayer de faire des choses compliquées. J'espère que ça sera sujet de réflexion pour vous. Hein. J'aurai un message final, parce que finalement... ouais, bravo pour la répétition. Parce que en écrivant ces notes, je me suis dit qu'il était intéressant d'incarner le message royaliste. Bon, est-ce qu'on peut encore parler d'un combat royaliste ? Je pense qu'on n'en est pas encore là. C'est un combat idéologique, certes, mais c'est pas un combat, pour le moment. Et par contre, j'aime bien l'idée d'incarner le royalisme. Et personnellement, donc il y a cette idée de cercle de gentilshommes, etc. Mais c'est vrai que pour aller au-delà de ça, personnellement, étant passionné d'histoire, je tente de faire le mieux possible de la reconstitution historique. Et il serait peut-être intéressant pour les gens qui sont passionnés par notre histoire de France de faire de la reconstitution historique, dans le sens où ça permettrait le contact plus facilement au public au travers de ces événements. Hein. Si vous vous renseignez un peu, vous allez voir qu'il y a il y a des fêtes médiévales, il y a tout un tas de choses. Et très souvent, en fait, si vous regardez bien le contenu de ces événements, c'est pas très historique. Hein. N'en déplaise à ceux qui en font, je n'ai rien contre eux, ils s'amusent, ils sont passionnés, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que c'est pas les gens qui font des choses assez sérieuses et assez pointues, souvent ne le font pas en public. Ce sont des événements fermés, parce que les événements publics ne sont pas toujours de très très bonne qualité pour tout un tas de raisons. Mais en tout cas, s'il y avait des compagnies de reconstitution historique constituées exclusivement de royalistes, qui donnaient réellement le message royaliste et la bonne image, en fait, de ce qui était la monarchie par le passé. Alors je ne veux pas être quelqu'un qui a un regard exclusivement tourné vers le passé, c'est pas vrai, puisque à l'heure actuelle nous devons regarder vers une royauté, regarder dans le sens de l'histoire, vers une royauté future, avec tout ce qu'implique le monde moderne actuel. Mais déjà, si dans la tête des gens, si dans le cœur des gens, ils voyaient en fait des personnes qui incarnent le royalisme. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je suis en ce moment absolument focalisé sur le 17-18e siècle à peu près. Alors que précédemment, dans ma vie, j'étais plutôt focalisé sur le 13, 14, 15. Et là, en fait, je découvre tout un tas de choses du point de vue de la reconstitution historique, et je pense que c'est un très beau vecteur d'avoir des royalistes costumés. Vous prenez par exemple je sais pas moi, les compagnies franches de la marine, au hasard, ou le corps royal de l'infanterie de marine, ou les gardes suisses, la maison du roi, les gendarmes à cheval, il y a tout un tas de choses à faire. Sont des disciplines qui demandent énormément d'engagement. C'est vraiment, il faut vraiment être totalement passionné pour faire ce genre de choses. Il faut peut-être être un petit peu fou aussi, mais d'un autre côté, j'ose espérer que un visiteur venant voir ce genre d'événement, qui a en face de lui quelqu'un costumé d'époque, qui va lui expliquer comment on vivait, qui va lui expliquer comment réagissait quelqu'un à l'époque, quel était son état d'esprit,
quelle était sa vie, quel était le fait historique, etc., etc. Enfin, bref, qui va réellement l'informer, non pas avec ces lieux communs qu'on peut entendre. Hein, tout est dit lorsque vous entendez quelqu'un dire waouh, eh oh, on n'est plus au Moyen-Âge. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, c'était mon espèce de conclusion, hein, incarnons la royauté, parce que ce que font les gens du cercle Richelieu, que je salue, hein, surtout Alexandre, hein, parce que les autres je les connais pas, mais en tout cas je m'entends très bien avec Alexandre, et je trouve que leur initiative de poser ces questions est très très bien, puisque ça permet en fait de mettre quelque chose dans le réel, ça permet aux gens de s'exprimer, donc je vous engage à vous exprimer, et à faire passer vos emails à Alexandre et au cercle Richelieu, parce qu'on est dans le réel, voilà, ça vous oblige, ça nous oblige à essayer de définir un commencement de réalité, c'est-à-dire comment faire passer la réalité du royalisme à des gens, hein, voilà. Donc pour tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin, hein, je vous remercie beaucoup. Laissez-moi des commentaires, mettez des pouces en haut ou en bas comme vous voulez, partagez, hein, parce que ce podcast a pour but d'être partagé par d'autres. Donc effectivement, comme je ne fais pas des podcasts avec des belles miniatures, avec une grosse paire de nichons pour qu'on clique dessus, ou je sais pas quelle connerie, c'est sûr que je passe assez inaperçu finalement. Mais c'est pas très grave. Et j'avais juste un dernier message à vous passer aussi. Je vous engage à écouter le dernier podcast de Monsieur K. Hein, alors, je sais pas s'il me fera l'honneur d'écouter ce que je raconte. J'ai beaucoup de sympathie pour Monsieur K. Monsieur K de Fréquence Orage d'Acier, hein, que j'écoute depuis très longtemps maintenant, et qui m'a apporté énormément du point de vue de ce qu'on a appelé la révolution conservatrice. Et le dernier, donc maintenant il est sur, il fait une émission qui s'appelle Les Dossiers de Monsieur K sur ERTV. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu parce qu'il y a 11 734 vues. Bravo. Donc combattre l'antéchrist, le sens eschatologique du combat politique. Magnifique podcast, magnifique. Voilà. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis vive le roi, vive la France, soyez royalistes. Trop jolie